31 août, et cette proposition à propos que j'ai intitulé des plantes qu'on a assassinées. Je suis sorti de chez moi aujourd'hui même, et donc je découvre stupéfait, évidemment stupéfait, et grandement contrarié, la disparition de plantes que je voyais pousser depuis tout cet été. Plantes, évidemment plantes sauvages, plantes libres, des plantes qui ont poussé d'elles-mêmes, ces plantes qui poussent un peu entre les fissures sur les trottoirs et contre les murs. Et ces plantes qui parsèment un peu le quartier et qui jalonnent un peu une promenade qu'on peut faire comme ça de temps en temps. Ces plantes qui nous interpellent un peu sans nous interpeller. C'est vrai qu'elles sont là, ce ne sont pas les plus belles plantes qu'il y a sur Terre. Souvent, elles ne fleurissent pas, elles ne nous offrent rien, à part leur couleur. À part donc leur couleur verte. C'est déjà pas mal. Elles sont vertes. Et cette année, c'est une année où il a fait très chaud, donc sec. Mais ces plantes résistent. C'est ce qui est assez remarquable. On dit ce qualificatif de certains arbres, on ne le dit pas des plantes, et surtout pas de ces plantes modestes. Et donc on dit elles résistent. Et quand on voit le substrat sur lequel elles poussent, on est encore plus étonné. On a tendance presque à les vénérer. Ces plantes qui poussent comme ça et qui ont tendance à s'épanouir même, elles nous étonnent parce qu'elles s'étendent. Voilà, donc j'avais une plante qui correspondait un peu, comment dire, qui était sous ma fenêtre. Moi, je suis premier étage, donc dans la rue, il y a une plante. Et quelquefois, quand j'arrosais, quand j'avais des plantes sur cette fenêtre-là, l'eau allait, elle profitait de cette eau. Mais généralement, ces plantes se débrouillent. Donc, elles n'ont pas besoin. C'est vrai que si elles sont arrosées par, comment dire, par un moyen qui n'était pas, j'allais dire, qui n'était pas prévu, c'est tant mieux. Mais sinon, elles ont cette capacité de conserver l'humidité et de ne pas mourir. Vous avez une plante sur le rebord de votre fenêtre, vous la laissez même pas une journée, elle meurt. Alors que ces plantes-là, elles sont capables donc de conserver l'humidité et de rester vivantes pendant tout un été assez très chaud et assez sec. Et voilà donc quelque chose qui là, évidemment, elles ont tendance à avoir un air de famille parce que c'est peut-être comme ça. Si on devait compter, peut-être qu'on trouverait, peut-être en termes de variété, une dizaine, pas plus. Mais je ne suis pas sûr, peut-être qu'il y en a plus. En tout cas, quelqu'un, puisque c'est une chose qui, en fait, à un moment donné, j'avais envie de les prendre en photo. Je ne sais pas quelle année c'était, mais j'avais cette idée en tête. Et quelqu'un qui appartient au Muséum de Toulouse, donc normalement c'est sérieux, c'est comment dire, c'est passionné pour ces plantes et il les a identifiées et il a lancé une sorte de campagne un peu pour les faire connaître. Donc en demandant aux gens
Donc voilà, en donnant aux gens les moyens d'identifier ces plantes, et donc, et en demandant aux gens de tracer avec de la craie, tracer le nom de ces plantes avec de la craie. Donc quelque chose qui ne cause aucun problème. Sauf que moi j'avais pensé, au moins l'article je l'ai gardé et tout, donc quelque part j'avais dans l'idée de faire, peut-être je me demandais où j'allais trouver de la craie, ouais, donc de marquer au moins celle qui se trouve dans ma rue. Et voilà donc que je sors, et donc dans l'après-midi, je ne trouve plus en tout cas, ces deux plantes que je voyais vivantes. Elles ont tendance, voilà, une sorte, comment dire, à s'étaler, mais à former, quelquefois certaines, à former une sorte de, non pas de boule, mais à être assez touffu. Donc j'imagine que c'est ce qui leur permet de conserver l'humidité. C'est ce côté touffu et non pas... quoique on a aussi des plantes, d'autres plantes qui, elles, poussent un peu. Quelquefois, on a aussi des plantes pionnières, mais on a aussi des familles de plantes qui se contentent là aussi de rien, mais ces plantes-là, je ne les voyais pas. Donc il est possible, donc une dizaine, je disais tout à l'heure, une dizaine de variétés de plantes. En tout cas, ça revient dans le débat actuel et dans la sensibilité de notre temps. La place qu'on laisse aux vivants, et par exemple, il y a aussi l'effet utilisation de pesticides. Avant, il n'y a pas si longtemps, on utilisait les pesticides pour traquer ces bouts de nature qui prennent, je veux dire, qui trouvent moyen comment dire, d'user d'un droit dont elles n'ont pas la jouissance. Ces plantes-là ne sont pas tolérées. Donc quelque part, avant on les tuait avec du glyphosate. Aujourd'hui, on n'utilise plus ces pesticides et quoi qu'il en soit, pesticides, je ne sais pas, je dirais planticides ou floricides, en tout cas pesticides, je ne sais pas ce que ça veut dire, la peste, et, en tout cas tuer la chose qui prolifère sans contrôle. Donc une manière de contrôler la prolifération de ces plantes. Et donc avec le renonciation aux produits d'élimination chimique, donc ces plantes pouvaient un peu respirer tranquillement et vivre leur vie, leur cycle, jusqu'à l'arrivée de l'hiver. Je ne sais pas si certaines arrivent à résister au froid, etc., etc. Donc ça pose une question. Après, on peut poser la question quand il s'agit d'arbustes, parce que ça peut avoir tendance à faire des dégâts sur la chaussée, etc. Là, ces plantes, elles ne font pas de dégâts. Mais aujourd'hui, voilà, donc quelqu'un, au moins de mon côté, alors j'imagine, je me pose la question, s'agit-il d'une sorte d'arrêté municipal, une sorte d'ordre qui a été donné aux agents de la propreté, aux agents de l'entretien, d'éliminer ces plantes avec les moyens de bord, en les arrasant, en les enlevant avec un matériel ou un autre. Et donc, moi, je m'étais un peu laissé aller. Je croyais qu'il y avait une sorte d'esprit un peu, oui, verdissant la ville, là où c'est possible, et puis laissant, comme on pourrait dire, laissant, à un moment donné, on parle de la faune, je ne sais pas, ça peut être pas les sangliers, parce qu'on ne les tolère pas en ville, mais la faune qui peut venir s'établir en ville
pourrait. Et puis la flore, pourquoi pas? La flore, tout ce qui est plante, pourquoi pas? Là aussi, tant que ça ne nous gêne pas, laisser vivre et laisser vivre. Un peu dans les trois niveaux de l'existence. L'humain, bon, c'est comme ça. Et puis, et puis les plantes, et puis les autres, les êtres vivants, c'est-à-dire les animaux, les oiseaux, etc. Finalement, non. Comme on peut chasser certains oiseaux, parce qu'on les considère comme nuisibles, on peut chasser, on peut s'attaquer à des plantes. Voilà la question à laquelle on peut, par exemple, une plante, ça a son propre, j'allais dire sa propre logique. Il y a, quelquefois, je suis largement dans l'expectative ou je suis dans le doute. J'ai des plantes, j'ai fait pousser des plantes. Mais finalement, souvent quand on fait pousser comme ça, il y a trop d'un seul coup. Alors on ne sait pas. On se dit, ces plantes-là, on ne les fait pas pour vivre, on les fait un peu on va dire, pour passer le temps. Donc si je commence à dire, il y a 10 plants, alors j'en enlève 8 et je laisse que 2 parce qu'il n'y a pas assez de place, eh ben, j'aurais fait œuvre quelque part de tueur. Voilà. Tant qu'à faire, je laisse pousser, j'arrose et puis je laisse tout pousser. Bien sûr, aucune de ces plantes ne sera à l'aise parce qu'elles disposeront de ressources assez limitées qu'il faudra qu'elles partagent. Mais au moins, voilà. Comme j'avais fait cette histoire, ça m'est déjà arrivé, j'ai pris une plante d'une sorte de une plante qui fleurit, qui fait des graines, je ne sais pas comment ça s'appelle, en tout cas ça ressemblait un peu à une céréale, mais je ne sais pas. Et donc cette plante, une fois, je l'avais arrachée, et puis je l'ai laissée de côté, à côté de la terre. Je me dis, si elle s'en réenracine, je la laisse tranquille, je la laisse faire son cycle. Et puis voilà que j'ai fait cette année, j'en ai arraché là aussi, et puis j'ai vu que, parce que j'ai vu que ça devenait assez important, que ça pouvait gêner la plante que moi j'avais plantée de façon, je veux dire, choisie. Et puis il y en a une qui s'est réenracinée. Donc là, j'y touche plus. Il y a quelque part, voilà comment ça nous fait une sorte de celui qui décide, un petit Dieu à notre échelle, un petit, oui, le décideur un peu derrière lequel il n'y a pas d'autres décideurs. Je ne vais pas être dénoncé, je ne vais pas subir un châtiment parce que j'aurais arraché une plante que j'ai moi-même fait pousser. Quelque part, je me dis, voilà, je me dis qu'elle fasse son cycle, et puis c'est bon. Et ce qui est souvent le problème avec les plantes qu'on a, ça c'est les plantes que nous-mêmes nous faisons naître, mais les plantes qui se débrouillent elles-mêmes, qui viennent par le vent, par je ne sais pas quoi, par tout un tas euh, de parcours, les oiseaux, les féons d'oiseaux, peu importe. En tout cas, ces plantes-là, elles racontent une histoire. Il y a là une sorte de combien d'élus, de prétendants pour combien de places. Une plante sans racines, je peux facilement dire comme ça, 10 semblables n'ont pas trouvé à s'enraciner. Donc quelque part, c'est une sorte de gagnante, une sorte d'élu, une sorte d'exception à la règle. Donc il faut la laisser faire son cycle. Puis après, c'est pas gênant. C'est pas gênant. Donc finalement, la végétalisation de la ville, c'est sous contrôle. Tout ce qu'on le faisant, nous devons le faire sous contrôle.
Et puis, je ne sais pas, je reviens à cette initiative prise par un membre, je vais dire, euh, quelqu'un du muséum de Toulouse, donc j'imagine soit quelqu'un travaillant dans le muséum, soit un scientifique ou un autre, peu importe, un botaniste, j'imagine un botaniste, voilà comme ça. Il peut y avoir le désir exprimé par un citoyen de faire quelque chose pour un peu, je ne sais pas, comme ces histoires qu'on met, ces plaques qu'on met pour expliquer aux habitants et aux visiteurs un peu l'histoire, bien sûr, très courte d'un monument ou quelque chose d'assez remarquable. Pourrions aussi, pourquoi pas, une maison. Il y a des tas de maisons qui ont des histoires. Oublions les maisons où il y a une plaque pour signaler que là, par exemple, dans ma rue, il y a un résistant de la Deuxième Guerre mondiale qui a, soit il a été tué dans la maison, je ne me rappelle plus, soit il est né dedans. Il y a quelques, donc c'est une plaque, évidemment, personne ne vient il n'y a pas de commémoration, il n'y a pas de visite qu'on fait à cette plaque. Donc c'est une plaque anonyme. Pourquoi pas, nous pouvons raconter la ville par ces maisons, mais pas toujours les maisons remarquables. Il y a des tas de maisons qui ont une histoire à raconter. Nous pourrions même inventer des histoires pour les maisons qui apparemment n'ont pas d'histoire, ou n'ont pas une histoire qui a été consignée. Donc la ville, on l'habite aussi parce qu'elle, comment dire, par les choses qu'elle génère un peu. La ville, c'est sûr que c'est un milieu artificialisé, c'est un milieu qui essaie, qui lutte un peu en permanence contre le retour à la nature stricto sensu, mais qui n'y échappe pas. Donc il faut toujours lutter contre la poussière, lutter contre les imperceptibles ou les perceptibles, un peu de dégradation de la matière. Il faut réparer, il faut camoufler, faire disparaître telle ou telle fissure, telle ou telle... Et finalement, les plantes, c'est pas à des endroits précis, je veux dire, c'est les plantes, on les maintient un peu comment dire, comme les animaux dans les cages. Alors qu'aujourd'hui on est contre l'encagement des animaux, eh ben, on pourrait être un peu contre l'encagement des plantes. Il y a des plantes qui manifestent un désir de se libérer de ça, et puis ces plantes-là, on ne les aurait pas sélectionnées. Donc ces plantes-là, elles n'ont rien de remarquable, donc on ne les sélectionne pas dans les petits espaces réservés aux plantes, ces espaces qui sont comment dire, travaillés et suivis par les services par les services spécialisés de la mairie. Je ne sais plus comment on appelle ces services-là. Mais voilà donc quelque part une chose. Donc j'imagine donc cet employé du Muséum d'histoire naturelle, sa frustration si cette mesure a été étendue à toutes les plantes sauvages de la ville, si on a décidé de les éliminer. Peut-être que c'est l'initiative dernière qui a déclenché peut-être ce mouvement, parce qu'on ne veut pas que ça devienne une sorte, je ne sais pas, même ce n'est pas un tag, mais crayonné sur le trottoir, c'est pas tagué. Donc ça s'efface avec la première pluie, ça s'efface ça s'efface normalement. Mais c'est quoi cette initiative qui ne vient pas de l'administration, qui ne vient pas des services de la ville, qui vient un peu d'une personne qui s'émancipe. Et
voilà, dès qu'il y a quelque chose qui est un peu, je sais pas, on pourrait, par exemple, moi j'avais pensé, la mairie avait chasse un peu les dépôts qu'elle appelle sauvages. La mairie chasse tout ce qui est sauvage. Voilà, c'est clair et net. Tout ce qui est sauvage, ça doit être éliminé d'une façon ou d'une autre. À part, il faut que ça reste dans les espaces, par exemple sur le rebord de l'eau, bien sûr sur le bord de l'eau, bien sûr on peut tolérer des plantes, mais c'est un endroit bien précis. Alors comment dire, on leur conseille de faire attention, qu'elles ont cet espace-là et pas plus. Donc des roseaux qui poussent, qu'on ne va pas tailler, parce qu'on veut redonner un aspect naturel, un aspect sauvage, un aspect premier. C'est de façon, d'ailleurs, qui fait sourire, ou qui fait même franchement rire, mais d'un rire jaune, pas un rire satisfait. Quelque part, ces histoires-là, oui, je me suis dit, voilà, par exemple, la mairie a permis à des gens, suite à un dépôt de dossier, etc., de façon très là encore, j'allais dire, très protocolaire, très administrative, etc., il fallait faire une demande, etc., pour pouvoir verdir devant chez soi, par exemple. Il ne faut pas le faire de façon indépendante. Si, par exemple, moi, je veux mettre des plantes dans la rue, dans un endroit qui est libre, il y a des endroits, par exemple, devant chez moi, la mairie a essayé de s'attaquer aux dépôts sauvages de choses que les gens jettent, dont les gens n'ont plus l'usage. Donc, par exemple, cet espace, qui souvent, parce qu'il appelle à ça, parce qu'on l'a on l'a utilisé comme ça depuis toujours, et ben aujourd'hui, la mairie ne veut pas que ça s'utilise de cette façon-là, même, alors que c'est assez rare que les gens déposent des choses, mais non. Et voilà, donc je m'étais dit, si il y avait par exemple une sorte comment on appelle ça, une sorte d'assise, une sorte de banquette pour que les gens puissent s'asseoir avec un bac planté avec des plantes, etc. Si on avait enjolivé l'endroit, si on l'avait habillé avec du verre, avec, je ne sais pas, si on l'avait rendu agréable et accueillant, peut-être qu'à ce moment-là, les gens ne déposeraient pas les choses dont ils veulent se débarrasser. Parce que ça... Mais tant que c'est un espace vide, mais si par exemple moi-même, je vais installer une sorte j'oublie le terme, une sorte de siège ou une sorte de banquette, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, ben ça ne marchera pas. Ça sera enlevé parce que c'est fait de façon non autorisée. Voilà donc toujours cette histoire, et vous pouvez revenir à mon travail, j'allais dire, oral, que j'ai appelé société de contrôle. Il y a toujours cette obligation de passer par les échelons, par les différentes comment dire, autorités. Il faut respecter les choses décidées, les arrêtés, la loi, les considérations administratives avant de faire quoi que ce soit. Hors de chez soi, tout ce qui peut s'apparenter à de l'espace public, ce n'est pas fait pour y prendre ou pour établir des choses de son propre chef. C'est un espace qui ne doit pas être marqué par quelque chose de personnel. Personne ne doit le personnaliser, personne ne doit y faire. Donc il faut que ça soit quelque chose
qui provient d'une autorité. Et là, en l'occurrence, il s'agit d'une autorité qui a été élue, mais évidemment, cette autorité élue peut, avec le temps, s'émanciper, et puis, bon, peut-être qu'elle peut décider des choses qui n'ont pas été dans son mandat ou ou dans le programme qu'elle a présenté à la population. Il y a les élus, puis il y a aussi l'administration d'une cité. Cette administration peut très bien être assez autonome dans sa gestion de l'espace urbain, peut-être aussi obéir à des considérations nationales, ou je ne sais pas quoi. Toujours un problème, la cité, souvent le problème de la ville, on a un problème avec la ville, il faut que ça soit un espace propre. C'est tout le problème de la propreté qui est souvent avancé par certains. Une ville, euh, une ville est moche. Elle le restera. Il n'y a rien à changer. C'est pas parce qu'il y a quelque chose, il y a un matelas qui est déposé, que la ville, et c'est pas ça qui salit la ville. C'est parce que elle est pas uniforme. Parce qu'il y a les vestiges de ceci ou de cela. Et puis, rien que l'urbanisme en lui-même, c'est une chose totalement... je veux dire, il y a le côté un peu n'importe quoi, un peu anarchique. Une ville, c'est pas beau. C'est pas beau, c'est parce que ça... Il y a là un immeuble qui fait je sais pas combien d'étages, et puis à une époque on construisait très haut, et puis maintenant c'est des 4 étages, mais un 4 étages ça ne ressemble pas à un étage, et puis même cette façon d'agglomérer les gens, de les mettre ensemble, ces espaces clôturés, ces espaces, tout cela, et finalement la ville, je ne sais pas, est-ce un lieu d'agrément, est-ce un lieu, je ne sais pas comment dire, habité comme ça, aussi proches les uns des autres, aussi concentrés, aussi... ça n'a rien de naturel, ça n'a rien d'agréable. Et vivre dans des petits espaces comme cela. Alors, à part ces fêtes des voisins et fêtes de quartier, moi j'aurais imaginé, je ne sais pas, par exemple des gens qui sortent un peu dans la rue, tant que c'est possible, tant que ça ne gêne pas la circulation des piétons et des automobilistes, des gens qui sortent des chaises, puis qui prennent, qui mangent. Pas uniquement quand il s'agit de quelque chose d'organisé et d'autorisé, mais comme ça. Je sors devant chez moi, il y a de la place, ben je mange dans la rue, pourquoi pas. Et c'est ça ça je pense, et là aussi, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas autorisé. J'ai toujours un problème, voilà, la ville. Voilà, donc tout cela est parti. Je ne voulais pas que ça passe sans avoir été quelque part mis en mots. Voilà quelque chose, donc ces plantes. Voilà. La plante, il y a certaines choses, comme pour les animaux qu'on mange, il y a toujours un destin un destin assez quelque chose qui peut arriver comme ça. Et je sais pas, par exemple, cette plante, elle ne savait pas qu'elle allait être décimée, qu'elle allait être massacrée aujourd'hui ou hier, je sais pas quoi. Je pense que ça s'est passé ce matin. Je ne savais pas. Donc ces plantes-là, elles ne savaient pas. Elles ne savaient pas qu'elles avaient quelques heures à vivre, ou quelques minutes à vivre. Puis elles ne sont plus là. Elles ont été là. Alors je ne sais pas qu'est-ce qui se passe quand une plante est tuée au niveau de sa partie supérieure. Comment en fait l'agonie des racines. L'agonie, combien ça dure, etc. Et dans cette époque où le sensible est une question importante, une question centrale, on pense au bien-être animal, on peut aussi penser au bien-être végétal, tant que nous pouvons
épargner la souffrance inutile aux êtres vivants, quels qu'ils soient, aussi modestes qu'ils puissent être, dans leur apparence et dans leur... Je sais pas. C'est comme ça. C'est comme ça. Faut, il faut qu'on puisse s'accommoder le plus possible, de partager cet espace. Voilà, de partager cet espace avec d'autres êtres qui peut-être ont leur propre logique, ont leur propre, je veux dire, manière, rapport au monde. Mais nous sommes un peu, comme nous sommes les décideurs, ceux qui jugent, ceux qui laissent vivre ou qui tuent, nous pouvons faire un peu un effort pour ne pas tuer comme ça, massacrer, assassiner, sans raison, sans besoin, sans utilité, sans motif valable. Voilà mes mots en hommage à ces plantes qu'on a détruites. Et c'est toujours cette histoire du rapport au vivant lui-même. Et c'est une histoire assez complexe. Et c'est vrai qu'en parler comme ça ne lui rend pas, comment dire, il manque toujours un élément ou des éléments qu'on laisse de côté. C'est clair que la réalité, elle est multiple, mais voilà, c'est comme ça. C'est un peu une interrogation qui se prolonge. Pouvons faire des choses, mais nous ne devons jamais oublier qu'il faut qu'on s'interroge sur le sens de nos actes et sur quelque part un peu une morale, un peu, je ne sais pas comment dire, une façon d'introduire de la morale ou de l'éthique ou comment dire, de la tolérance, un peu dans ces domaines-là.